après la grande phase de la métropolisation, c'est peut-être le temps de la ruralité qui est en train de s'ouvrir. C'est des solutions finalement peu coûteuses pour la collectivité, mais toujours à chaque fois pleines de bon sens en fait. Moi, je ne crois pas qu'il y ait une ruralité. La ruralité, ça se conjugue au pluriel. Les cafés de campagne avec InSite. Toutes et à tous, très heureux de vous accueillir. Merci Marélie pour ce jingle. Très heureux de vous accueillir pour ce 24e café de campagne d'InSite sur la thématique des petites villes rurales et l'attractivité de nos territoires ruraux. Alors ça pourrait paraître un peu étonnant que nous, à InSite, spécialistes de l'ultra-ruralité, c'est-à-dire les territoires de moins de 1500 habitants, nous nous intéressions à la question des petites villes rurales. D'abord parce que les territoires ruraux sont divers, ils sont multiples, et que la ruralité se décline à plusieurs niveaux, et que autour de la problématique des petites villes de demain, du dispositif des petites villes de demain dont on va parler, il y a cette problématique des villes rurales. Et bien sûr, ça inonde l'ensemble de nos territoires parce que nos chefs nos petites villes rurales ont une responsabilité, nos centres-bourgs ont une responsabilité autour de leur territoire, auprès des villages, dont on sait bien qu'en France, quand on est un petit village, on est toujours jaloux du centre-bourg. Quand on est un centre-bourg, on est toujours plus jaloux d'une métropole. Quand on est une métropole, on est plus jaloux du département, et ainsi de suite. Et ça va jusqu'à l'Union européenne. Bon, donc il faut savoir regarder un peu les choses en face et essayer de voir quelles sont les synergies que nous pouvons construire ensemble. Donc, merci aux intervenants en tous les cas d'être avec nous. Je veux préciser que ce café de campagne est co-organisé comme une fois sur 2 ou 3 avec nos amis de Village Magazine, avec Sylvie Le Calvez qui a fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Et donc, c'est aussi ce point de vue un peu plus global dont va nous parler Sylvie. Et puis, bien sûr, ce sont des cafés de campagne qui sont organisés en partenariat avec l'Agence nationale de la cohésion des territoires, qui est un partenaire important d'InSite et qui nous accompagne, nous soutient au service de la dynamisation des territoires ruraux. Je précise également que dans notre philosophie à InSite, vous le savez, vous nous connaissez bien maintenant, on est défenseur d'une ruralité dynamique, innovante, joyeuse et solidaire, et surtout une ruralité qui ne s'oppose jamais à d'autres territoires, pas plus aux petites villes qu'aux territoires urbains. Ça n'a pas de sens, mais en tous les cas, on est au service du développement de ces territoires à hauteur et à égalité de dignité avec les autres territoires de la République qui, des fois, faut-il le préciser, sont un petit peu plus privilégiés que les autres. Pardon, excusez-moi. Ah oui, ça, c'est les affres de la petite maladie. Je vous souhaite un excellent café de campagne et je passe la parole à Marélie. Merci Thibaut, on va te laisser tousser tranquillement. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous avoir rejoints pour ce 24e café de campagne. Donc on va parler du sujet donc des petites villes rurales, mais aussi donc des défis auxquels elles sont confrontées, le rôle qu'elles jouent dans l'avenir du monde rural et dans quelle manière on peut favoriser ou participer à la revitalisation des centres-bourgs. Pour ce faire, on accueille donc Sylvie Le Calvez qu'on ne présente plus sur les cafés de campagne. Mais également Patrick Fitan, donc, qui est maire de Plaisance-du-Gers, chef-lieu de canton de 1500 habitants et qui, comme son nom l'indique, se trouve dans le département du Gers, que certains, à tort ou à raison, qualifient de plus beau département de France. Emmanuelle Lebris, directrice du programme Petites Villes de demain, interviendra ensuite. Et enfin, Mathilde Louis, chargée de mission du programme Petites Villes de demain, qui viendra apporter des exemples un peu concrets de ces réalités du travail au quotidien. Donc, c'est presque une édition spéciale ANCT aujourd'hui. Sylvie, est-ce que on peut commencer avec toi, puisque le magazine Village, dans son dernier numéro, a fait un dossier sur cette thématique et l'idée, ça pourrait être que tu nous présentes un petit peu pourquoi ce dossier et les enseignements que vous avez pu en tirer. Bonjour à toutes et tous, bien nombreux effectivement pour parler de ce sujet, comme souvent. Effectivement, on a fait ce dossier parce qu'on s'est aperçu
qu'elles avaient, comme l'a dit Thibault, ces petites villes rurales, le vent en poupe, hein, qu'elles retrouvaient de l'attractivité. Alors, par exemple, selon des sources, il y a eu 0,7 arrivées pour 1000 ménages entre mars 2019 et mars 2020 et 2,2 arrivées entre mars 2020 et mars 2021. Alors, on s'est aperçu qu'au moment, effectivement, où il y a eu le Covid, il y avait un départ des grands centres urbains vers le monde rural, mais surtout vers ces petites villes qui ont été les premières à en bénéficier. Donc, on voulait un peu voir ce qui se passait. Est-ce que ces petites villes étaient redevenues attractives et qu'est-ce qui se passait dans ces petites villes? Est-ce qu'ils étaient prêtes? Est-ce qu'ils étaient déjà engagés dans des démarches d'accueil et de transition? Parce qu'on s'est aperçu que les petites villes rurales, c'est souvent le bon lieu pour réaliser la transition. J'entendais d'ailleurs ce matin une info comme quoi Saint-Jean-d'Angély se mettait en Charente-Maritime, hein, à se reverdir complètement, etc. Donc, ça fait vraiment partie des petites villes qui essayent des choses, qui sont devenues maintenant très attractives. Ça n'a pas toujours été le cas. On avait parlé de la France moche, etc. Et là, c'est vrai que les choses ont beaucoup, beaucoup changé ces derniers temps. Alors, il y a eu pas mal d'études, hein, qui ont été faites à la demande du réseau rural français et du plan d'urbanisme construction-architecture, hein, le PUCA, avec 12 chercheurs qui justement ont observé cette nette attractivité de ces villes rurales. Et on s'est aperçu qu'il y avait quand même beaucoup d'outils qui étaient mis en place pour répondre à ce défi, dont bien sûr le programme Petite Ville de demain, dont on va largement parler, à la fois à l'échelle parfois d'une seule ville, ou à l'échelle d'un ensemble de communes. C'est le cas qu'on verra d'ailleurs avec Mathilde Louis tout à l'heure pour Prébocage Intercom. Donc une sorte de réponse en grappe sur ce programme Petite Ville de demain qui va être illustré aussi tout à l'heure avec les intervenants qui sont présents autour de cette rencontre. Donc, nous, on avait choisi Sisteron, parce que Sisteron, c'était aussi un exemple un peu fort, à la fois en termes de redynamisation du logement, mais aussi de lutte contre la vacance commerciale. Donc, ceux qui diront village, ils auront en Zoom l'exemple de Sisteron. Voilà, j'en dis pas plus parce que l'important, c'est d'écouter tous nos invités et puis de répondre aux questions des participants. Merci Sylvie. Du coup, on va commencer avec toi, Patrick, et avec, si tu peux nous faire un portrait, un état des lieux des enjeux que tu identifies pour Plaisance et les solutions que vous avez pu déployer pour y répondre depuis le début de la mandature. Bonjour à tous. Donc déjà, Plaisance, alors tu vois, tu l'as présenté comme étant un village de 1500 habitants et je voudrais juste préciser que là, on vient de faire le recensement. Et malgré les nouveaux arrivants, mais la spécificité de notre réalité, c'est qu'il y a quand même beaucoup de personnes âgées. Il y a presque 50% de la population qui a plus de 60 ans. Donc malgré les nouveaux arrivants, et je confirme ce qui a été dit, c'est que nous avons des nouveaux arrivants, des néo-plaisantins qui arrivent de la ville. J'ai par exemple un jeune couple de 30 ans qui s'est installé alors qu'il était contrôleur financier au Plaza Athénée à Paris. Et ça fait du sang neuf, ça fait une nouvelle énergie puisqu'il participe beaucoup aux animations de la ville. Mais malgré tout, vu qu'on a beaucoup de décès aussi, on a au recensement une population qui descend un petit peu. Donc voilà, c'est juste pour faire cette réalité qui est très importante. Et donc, pour lutter contre ça, il y a le problème du vieillissement de la population et il y a le problème des déserts médicaux. Et nous, la santé, ici, ça a été vécu comme une priorité. Et la santé, c'est donc pour tout le monde, du bébé à la personne âgée. Et on sait combien en France, de par tous les problèmes de numerus clausus, il manque des médecins. Et donc là, dans le Gers, il y a eu une politique départementale qui a eu l'idée donc de recruter de salariés des médecins. Et nous avons été la 3e ville du département à bénéficier donc de ce centre départemental de santé. Et là, nous avons fait des travaux depuis 6 mois. On a déjà eu un médecin salarié qui est arrivé depuis septembre, qui s'est mis dans les mêmes locaux que le médecin libéral. Et l'entente entre les deux, le libéral et le salarié, a permis que le libéral reste, puisque lorsqu'on en a plusieurs qui partent à la retraite, eh bien, le libéral ne peut pas supporter toute la charge des patients qui sont en demande. Et donc, on arrive à trouver cet équilibre-là. Et dans 15 jours, après 6 mois de travaux, on ouvre le nouveau centre de santé avec 4 médecins salariés qui seront là. Donc, on est quelque part sauvé sur cette thématique-là et c'était primordial. Deuxième solution par rapport toujours à un enjeu de nouveaux arrivants, de familles un peu jeunes qui ont des enfants,
c'est l'éducation et c'est surtout le projet d'une crèche intercommunale qui fait que par rapport à l'implantation, par rapport à l'emploi, les jeunes familles sont obligées, si elles veulent travailler, celles qui ont des enfants, de pouvoir laisser leur enfant dans une crèche. On a une école élémentaire, une école primaire, mais justement, là, ce projet de crèche va faciliter aussi le fait de faire s'implanter des familles et pas que des personnes à la retraite. Voilà. Merci beaucoup. Il me semble que tu avais mentionné aussi, quand on avait préparé l'entretien, la caserne de pompiers qui venait en partie répondre. Voilà, donc c'est simplement pour l'amener, parce que je trouve On que reste dans la thématique santé, puisque c'est aussi lié à la santé, mais c'est important d'avoir une vision, pas seulement à court terme, mais à moyen terme, parce que nous avons déjà une caserne, mais qui est très vieillissante, et si on veut être attractif et on a besoin de nouveaux pompiers, hommes et femmes, donc faire de nouveaux vestiaires, avoir une superficie plus grande, un accueil, quelque chose qui donne envie. C'est tellement important ce bénévolat, ce volontarisme au niveau des pompiers. Donc voilà, on fait une nouvelle caserne aussi, avec le département. Merci. Donc, il y a d'autres leviers aussi qui ont pu être mobilisés sur la dimension attractivité. Là, il y avait toute la question du vieillissement, des déserts médicaux. Sur le volet événementiel, loisirs, qu'est-ce que vous avez pu mettre en place? On en a parlé tout à l'heure aussi, il y a eu le Covid qui a changé entièrement nos vies et ce qu'il fallait retrouver, c'était tout ce vivre ensemble. Et on a eu une sorte de truc incroyable qui s'est passé dans le calendrier, c'est qu'à la fin du Covid, en 2022, la commune de Plaisance fêtait son 700e anniversaire. Et là, on s'est dit, c'est l'enjeu, c'est l'occasion idéale. Donc, on a créé une association, une sorte de comité d'animation, et on a pondu avec l'Office du tourisme, avec d'autres partenaires, 50 événements étalés sur 7 mois pour fêter ces 700 ans. Et on a retrouvé comme ça à la fois une sorte d'identité qui était liée à l'eau, puisqu'on est le village aux 5 moulins, avec une bastide de rivière, etc. Et donc, on a retrouvé des barques illuminées qui faisaient la splendeur de Plaisance dans les années 60, qui n'avaient plus eu lieu depuis. Et on a innové en créant une course de caisses à savon roulantes et flottantes. Et on s'est retrouvé cet été avec 2 000 à 4 000 personnes sur les berges. Et c'était un spectacle gratuit, populaire, ludique. Tout le monde se marrait. Ça faisait tellement du bien d'avoir la banane pendant toutes ces fêtes-là. Voilà. Et ça, c'est pas seulement de la rigolade, c'est surtout de recréer ce vivre ensemble qui nous a tant manqué. Et qui permet aussi d'avoir une certaine fierté d'être là et dans un village qui s'épanouit, qui rebouge un petit peu. Voilà. Il y avait... Pardon, vas-y. Ok, mais merci. On sait que c'est important, cette dimension convivialité. C'est un des piliers de chez INSIT notamment. Au niveau du programme Petite Ville de demain, puisqu'ensuite on va passer à Emmanuel et Mathilde, donc sur le programme en général, mais Plaisance est également une ville qui a contractualisé dans ce cadre-là. Est-ce que tu peux nous faire un retour d'expérience des actions, et notamment sur le commerce et la mobilité, puisqu'on a vu que la question de la vacance commerciale était quand même au cœur des enjeux des petites villes rurales en général? Vacances commerciales, vacances de logement aussi. Mais le fait d'être dans ce contrat Petite Ville de demain nous permet d'avoir des études de diagnostic et des plans d'action. Donc là, je vais citer 3 exemples. Avec la CCI et avec un bureau d'études, on a une restitution sur l'étude de commerce de proximité et sur la mobilité. Puisque nous, c'est un peu ce qui coince. On a une bastide avec un axe principal qui doit traverser une rivière, donc un seul pont. Donc tout le monde, les poids lourds y compris, passent par là. Donc il y a des questions de parking, d'aménagement de places, de favoriser de nouveaux commerces, mais comment, avec qui. Donc on est aidé de ce côté-là. Et puis un autre côté pratique, c'est que l'ANCT, je pense que le fait d'être Petite Ville de demain a aidé, a pu financer un bureau d'études sur un projet de territoire autour de la musique, de l'artisanat d'art, de l'innovation et de l'inclusivité. Donc là, j'étais encore en réunion avec eux hier, donc ils sont descendus de Paris pour construire une étude de faisabilité, d'opportunité et voir avec nos partenaires ce qui est possible de faire. Donc c'est en ça qu'on est aidé. Voilà, 10 minutes, c'est bon ?
Super, tu as tenu le timing. On pourra, voilà, peut-être qu'il y aura des questions ensuite de la part des participants et qui pourront y revenir. Je crois que tu dois nous quitter À peut-être 14 heures. à 14 heures. Bon, bah, du coup, on fera en sorte de prioriser les questions te concernant. Emmanuel, du coup, on parle depuis tout à l'heure du programme Petite Ville de demain. Peut-être avant de rentrer dans le détail de ce programme, nous présenter une vision un peu plus macro sur les tendances constatées quand on parle de regain d'attractivité. Il y a un certain nombre d'études qui sont sorties. Qu'est-ce que vous observez et comment ça se décline très concrètement sur les territoires? Merci beaucoup, Marélie, et merci pour votre intervention, Monsieur Fitan. Alors, le contexte nous aide aussi, hein. La crise sanitaire a pas mal rebattu les cartes et amené chacun d'entre nous, je pense, à ajuster un petit peu son regard sur les territoires et sur les petites villes de demain. D'abord sur les villes moyennes aussi. C'était déjà un préalable durant ces dernières années, mais cette crise, elle a permis de prendre conscience sur l'importance du qualité de vie et de ses différentes composantes, l'environnement en général, le logement, les extérieurs, etc. Ça amène au développement du télétravail. Parfois, vous le disiez, monsieur le maire, ça amène des changements de vie aussi, des déménagements pour retrouver quelque chose d'autre et un confort de vie. Et avec l'action de PVD et d'Action Cœur de Ville, la NCT contribue, en tout cas accompagne cette dynamique. Alors, on a pu réaliser durant ces 2 dernières années un baromètre avec l'Ipsos qui montre que le regard des Français sur ces territoires et sur les petites villes en particulier évolue, avec 32% des Français qui disent avoir fait évoluer leur regard positivement sur ces territoires. Évidemment, il y a une part de la population aussi qui semble apporter un regard et un esprit critique sur une dégradation aussi peut-être de ces situations au niveau local, mais il y a une bienveillance, une vision positive de la population française. 89% des Français et de l'échantillon des Français au sein des petites villes ont un regard positif sur les territoires, mais aussi celui des jeunes aussi à la même hauteur. Donc c'est intéressant de voir que la population française a un regard plutôt bienveillant sur les petites villes, avec des perspectives, pourquoi pas, de déménagement. Encore faut-il parvenir à passer à l'action, mais c'est finalement en travaillant sur l'ensemble de ces dimensions à travers Petite Ville de demain et Action Cœur de Ville, dimension de toute l'attractivité, comme il a été dit, que l'on peut agir finalement sur cette dynamique locale. Peut-être justement, du coup, si on peut rentrer dans le détail du programme, ses objectifs et ses méthodes. Et volontiers. Je vois qu'il y a une question de Pascal dans le chat. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat et puis on pourra y revenir ensuite après avec les intervenants. Alors, Sylvie Le Calvez me donne l'occasion de revenir sur la dimension transition qu'elle a très bien évoquée. Le programme Petite Ville de demain a été construit pour offrir les moyens aux élus d'agir dans leur territoire, mais avant tout, en objectif premier, c'est améliorer la qualité de vie des habitants dans les territoires, des communes, mais aussi les territoires alentours. Ça s'appuie du coup sur 3 grands principes, à la fois une approche sur mesure avec une offre de services large et variée dans le cadre du programme, mais aussi complétée par les différents partenaires comme l'ANCT à travers le sur-mesure que je crois monsieur le maire évoquait tout à l'heure. C'est une approche aussi partenariale par la combinaison des différents partenaires nationaux et locaux, mais aussi partenariale par la démarche que l'on propose de mettre en œuvre et à la main des élus et des chefs de projet en associant tout un écosystème, communes et intercommunalités, selon les positionnements notamment des chefs de projet, services déconcentrés de l'État et tous les partenaires locaux et nationaux susceptibles d'apporter de l'ingénierie technique, financière et de l'inspiration aussi. Et puis, un dernier point, c'est le temps long, puisque au lancement du programme en 2020, on a annoncé un accompagnement sur la durée du mandat, avec un phasage qui permet, pour les plus avancés comme les moins avancés dans la définition de stratégie et de plan d'action, l'opportunité de bénéficier des moyens en ingénierie pour consolider tout ça et passer dans une phase opérationnelle dans un délai raisonnable
au regard de la durée d'un mandat municipal. Donc, je reviens juste sur la dimension des transitions. C'est quelque chose qui est largement soutenu par la ministre de la Cohésion des Territoires, la ministre Faure, que le programme et que la NCT puissent accompagner l'ensemble des territoires dans les transitions, quelles qu'elles soient. On a évoqué les transitions environnementales, énergétiques, numériques, mais aussi démographiques, comme vous l'avez très bien soulevé. Donc, c'est par cet accompagnement que la NCT entend soutenir les démarches des élus. Et puis, on évoquait en introduction, je terminerai là-dessus sur ce point-là, communes rurales. Petite ville de demain, c'est 1600 communes à l'échelle de la France, outre-mer et métropolitaine, mais c'est aussi 52% d'entre elles qui ont moins de 3500 habitants. Et c'est là qu'on retrouve effectivement les convergences entre le réseau INSIT et nous en particulier. Merci Emmanuel. Et donc, on voyait la notion d'opérationnalisation, puisque c'est vrai que c'est un programme qui a 2 ans, donc c'est à la fois beaucoup et peu. C'est quoi le bilan que vous dressez à aujourd'hui, les premiers effets et peut-être des illustrations sur les territoires d'intervention? Effectivement, c'est long et à la fois court, c'est 2 ans, c'est 2 ans et demi. L'ensemble des démarches avance bon train dans les territoires. Si vous êtes familier un petit peu avec la démarche, on a une phase, on va dire, de consolidation de la stratégie du plan d'action opérationnel qu'on estime de l'ordre de 18 mois ou un peu plus pour certains. Quasiment toutes les collectivités sont dans la fin de cette phase et de consolidation et de signature de ce qu'on appelle les conventions cadres. Sur les 1600 communes, on en a déjà aux environs de 400 qui ont d'ores et déjà signé cette convention cadre et donc stabiliser, on va dire, la stratégie, le plan d'action opérationnel. Donc, la mise en œuvre de ces démarches vont bon train aujourd'hui dans les territoires. On suit un certain nombre de chiffres au niveau national. Par exemple, on peut d'ores et déjà dire qu'au sein des petites villes de demain, 30 000 logements ont d'ores et déjà été rénovés par l'ANA. Ça, c'est un chiffre très, très concret, à travers pas loin de 600 opérations programmées d'amélioration de l'habitat. Mais c'est aussi plein d'autres chiffres en matière de France Service, de microfolie, voilà, beaucoup de choses sont mises en œuvre. On cherche à rendre visible à travers nos publications l'action dans les territoires, mais évidemment les mieux informés des avancements des collectivités et les mieux à même de les accompagner, ce sont les délégués territoriaux de l'ANCT, donc les préfets départements et leurs équipes. Ça avance très bien dans les territoires. On est ravis de la dynamique et j'espère aussi que le club Petite Ville de Demain, qui est un des 3 piliers du programme, permet aux élus et aux chefs de projet de confronter leur regard, d'échanger entre pairs, d'être inspirés, de voir aussi que les difficultés, ce n'est pas que pour soi, c'est aussi parfois chez les autres et de pouvoir essayer de faire en sorte que la parole, les échanges et les belles expériences soient partagées pour que ça permette de faire progresser plus vite, plus fort les démarches locales de chacun. Merci beaucoup pour cette intervention. On pourra revenir là aussi sur des questions dans un deuxième temps. Mais avant ça, donc Mathilde est avec nous, chargée de mission donc, pour le programme PVD. Et peut-être que très concrètement, tu pourrais nous amener des illustrations des projets, de la nature du travail que tu mènes. Et en particulier, peut-être présenter la genèse de la démarche sur pré-bocage intercom, puisque tu travailles à l'échelle d'une intercommunalité. Et donc, c'est une réponse conjointe entre plusieurs villes. Tout à fait. Bonjour à tous. Effectivement, donc pré-bocage intercom avec donc une interco à 27 communes, un peu plus de 25 000 habitants, a répondu à l'appel à candidature Petite Ville de Demain avec 3 communes, donc les 3 communes lauréates, Caumont-sur-Orge, les Monts-Donné et Villers-Bocage. Alors, c'est vrai que ce n'est pas le cas partout. Nous, on a cette chance que l'interco et les communes travaillent ensemble depuis 2017, la fusion de 2 intercos, où ils ont été habitués à élaborer ensemble les politiques stratégiques, le SCOT, le PCAET, le PLUI, voilà. Et donc, c'est tout naturellement dans un souci d'avoir une cohésion d'action territoriale qu'ils ont fait cette candidature. Alors aussi dans un souci de ne pas se faire concurrence. Donc c'est là aussi le rôle de l'interco
d'être un peu, alors, je ne sais pas si le terme est très approprié, mais un peu le chef d'orchestre de toutes les politiques qui sont mises en place et d'être bienveillant à justement qu'il n'y ait pas de concurrence sur ces territoires. Voilà la genèse. Ok, merci. Et en préparant ce café de campagne, on s'est rendu compte de la dimension coopération. Elle était vraiment prégnante à la fois dans cette genèse, mais aussi dans ton quotidien de travail. Est-ce que tu peux décrire la co-construction des projets, comment elle se traduit avec les différentes parties prenantes? Elle se traduit à deux niveaux. J'ai plutôt le niveau que j'appelle moi institutionnel, où là, je rejoins tout à fait Emmanuel sur le réseau PVD. Qui est très important, et en tout cas nous dans le Calvados, oui, précision, on est dans le Calvados, et ça marche très bien. On se voit tous les 3 mois, je crois. Dans notre gouvernance, où tous les COTEC, les comités techniques, on associe quasiment systématiquement la sous-préfecture, la DDTM, le département, la région, et puis en tant que besoin, nos partenaires, donc ça peut être la Banque des Territoires, la Foncière Région, le SDEC, le PFN, enfin voilà, tous les partenaires éventuels. Donc ça, on essaye de s'en faire un tous les mois, tous les 2 mois. Et puis, oui, c'est vrai que nos délégués territoriaux sont un grand appui, ainsi que même on a les marchés à bon de commande de la NCT. Alors, c'est pareil, je ne sais pas si c'est très politiquement correct, mais moi, j'ai tendance à les appeler les services supports des collectivités, et que, voilà, on a besoin de quelque chose, hop, on appelle et on a souvent une réponse, donc c'est fluide, en fait, et c'est agréable. Et puis, on a la co-construction aussi et surtout, je dirais, avec les habitants. Alors moi, j'ai eu la chance, c'était un peu avant que j'arrive, j'ai une commune, Caumont-sur-Orge, qui est lauréate du dispositif POPSU. POPSU, c'est un programme de recherche-action. Donc, je travaille avec des professeurs de l'université de Caen qui ont fait une phase de diagnostic et puis qui ont mis en place des ateliers de concertation. Donc, on a commencé à 2 personnes, on a fini à 70. Donc, c'est plutôt pas mal. Et d'ailleurs, on fait perdurer cette action avec la Basser, qui est une entreprise d'insertion. Et puis, on va mettre en place aussi là, très, très prochainement une résidence d'artistes autour d'un sujet, d'un arbre, à Caumont-sur-Orge, et on espère que la population répondra. Et aussi, quand on parlait de cette phase de diagnostic, les 18 mois que nous avons quand on signe la convention d'adhésion, et après, on a 18 mois pour signer la convention ORT, nous, on a réalisé en fait, des plans guides. Et ces plans guides, ils ont été co-construits avec la population sur 2 phases, enfin les 2 principales phases d'ailleurs. La première, la phase diagnostic, où on a fait des diagnostics en marchant avec eux. Et puis la phase d'élaboration, où là, on était vraiment sur table concrètement avec des plans. Et puis concrètement, ils dessinaient vraiment les zones à enjeu, les projets. L'objectif premier, c'est vraiment qu'on monte des projets qui répondent aux attentes et aux usages, et aux pratiques des habitants pour répondre au plus juste à leurs préoccupations. Je m'arrête là, sinon je vais dépasser les 10 minutes. Décidément, on vous a mis la pression avec ces 10 minutes. Vous êtes extrêmement précautionneux. Ce n'est pas toujours le cas de tous les intervenants. C'est bien, ça va aussi laisser la place aux questions, puisqu'il y en a déjà plusieurs qui sont posées. Sur les projets, donc là, très concrètement, on voit la démarche, cette attention à la co-construction. Qu'est-ce qui se dessine et en quoi ça répond aux principaux défis identifiés pour chacune des 3 villes pour lesquelles tu interviens? Alors, ce qui est un peu commun aux 3 villes, c'est le vieillissement de la population, évidemment. Et c'est aussi le fait que nos villes soient très minérales. On est en Normandie, donc on a subi notre région, mais la guerre. Donc, on est beaucoup en patrimoine de la reconstruction. Donc, des villes très, très minérales. Donc, ce qui est commun aux 3 communes, c'est toutes les actions qu'on mène sur l'aménagement urbain des centres-bourgs, où, et là, je vous rejoins, Sylvie et Emmanuel, on travaille beaucoup sur la transition écologique. On est sur la désimperméabilisation, sur la végétalisation de ces communes. Et après, on répond
chaque spécificité. Sur Caumont-sur-Orge, par exemple, on va davantage travailler sur la lutte contre la vacance commerciale, avec notamment un manager de commerce, financé en partie par la Banque des Territoires. Et puis, on a aussi un enjeu à Caumont, c'est que les habitants nous ont fait part qu'il n'y avait pas une identité propre à ce bourg. Donc, on travaille, d'où cette résidence d'artistes, justement, avec eux et les associations locales, évidemment, les acteurs locaux, pour définir une identité propre à ce bourg. Et également maintenir les familles qui ont tendance à un peu partir. Et pour ça, on travaille beaucoup sur la jeunesse. Donc là, très concrètement, je monte un skatepark. Hein. On les associe à la future résidence d'artistes. Et puis aussi sur la culture avec la microfolie. Sur les monts donnés, là, on n'a pas de vacances commerciales, mais justement, on n'a pas assez de cellules commerciales. Donc, il faut essayer de lutter parce qu'on a des habitations, enfin des commerçants qui sont partis à la retraite, qui se servent de leur commerce. Le patrimoine de leur construction égale pas d'entrée différente. Donc, ils vivent dans leur commerce, donc on essaye de voir avec eux pour récupérer les surfaces commerciales. Et aussi la réhabilitation de friches. Et on valorise aussi une trame verte. Et sur Villers-Bocage, on est vraiment sur la dynamique de rénovation thermique des bâtiments. Une dynamisation touristique aussi avec l'axe patrimoine de la reconstruction. Et puis le développement d'une zone d'activité. Alors là, c'est un enjeu, c'est un travail d'équilibriste parce qu'on développe une zone d'activité sans faire concurrence au centre-bourg. Donc, c'est un jeu d'équilibre. Et au niveau de Prébocage Intercom, donc on a mis en place une nouvelle politique incitative de l'amélioration de l'habitat. On a le manager de commerce. Et puis là, on est en pleine, ce matin même, j'étais au WIP, un tiers-lieu à Colombelle. On est en train de travailler sur la réhabilitation d'une friche industrielle en tiers-lieu économique et culturel, puisque à Villers-Bocage, effectivement, on a ce manque de lieux culturels. Donc, on doit y répondre. Et pour le moment, c'est un portage Prébocage Intercom avec un financement EPFN Régie. Voilà. C'est pareil, j'arrête parce que je pourrais vous en parler toute l'après-midi. On y reviendra peut-être après. Merci beaucoup Mathilde pour cet état des lieux et ce panorama des actions. On voit que c'est riche et puis là encore la jeunesse a une place importante et elle est essentielle dans les territoires ruraux et en général. Peut-être on peut commencer, donc je remonte dans le chat sur les premières questions et là ce sera pour toi Patrick sur cette question de salariat des médecins. Donc une question de Pascal, peut-être Pascal va intervenir, sinon je peux lire la question parfois. Oui, je veux bien, je vous remercie. Ah, ben voilà, Pascal. Il y a juste que je réactive le son. Oui, donc les médecins sont salariés, donc effectivement, ça leur apporte une certaine sécurité, ça je l'entends bien. Du coup, avec des horaires et pas le burn-out qui sort parce qu'on travaille trop. Mais du coup, qu'est-ce qui va être attirant sur le territoire, hormis cette sécurité d'horaire et de travail? J'ai du mal à comprendre qu'est-ce qui va faire qu'ils vont aller, bien que votre pays est sûrement très beau, mais qu'est-ce qui va faire qui va les attirer dans votre campagne? En fait, il y a tout un environnement qui compte. C'est-à-dire que, par exemple, il faut qu'il y ait un environnement scolaire. Le fait d'avoir des crèches, des écoles primaires, des collèges, si les médecins ont des enfants, de suite, là, nous, on a récupéré une médecin qui était dans les Vosges. La première chose qu'elle a fait, c'est qu'elle est venue avec ses 3 enfants. On a visité la ville. Elle a vu les équipements sportifs, elle a vu le collège et le centre de loisirs et l'école. Et de suite, c'était une très belle journée en plus. Elle a dit, ça c'est bien, ici c'est bon, on peut venir s'implanter ici. Il y a aussi le fait qu'il ne faut surtout pas redémarrer à zéro. C'est-à-dire que si tous les médecins sont partis, là, redémarrer, c'est très difficile. Il faut qu'il y ait déjà des accompagnants du corps soignant. Donc j'inclus pharmacie, infirmiers, on a des kinés, des dentistes, pas pour longtemps malheureusement, mais on en a encore. Donc tout cet environnement, cadre de vie et soignant est très important. Voilà. Petite précision Pascal, je suis maire à côté de chez
de chez Patrick et vice-président d'une communauté de communes. Là, c'est nous qui embauchons les médecins. C'est la communauté qui embauche les médecins. Donc, on aura 3 médecins qui arrivent à partir de début juin. Qu'est-ce qu'ils attendent? Ils veulent faire des horaires fixes, c'est-à-dire c'est 40 heures par semaine, et ils veulent être dégagés complètement de la partie administrative. C'est ça qui attire. Alors, des médecins français, il n'y en a pas beaucoup. Donc là, nous, on a une médecin française qui arrive sur un bout de temps. Sinon, ce sont 2 médecins espagnols. Mais ils veulent être dégagés de la partie administrative et faire tant d'horaires. Ce qui nécessite, pour nous, collectivités territoriales, de penser une politique publique de santé bien particulière au service de nos habitants. Et donc, on fixe des règles. C'est-à-dire que nous, c'est 3 consultations par heure, pas plus. On veut qu'il y ait du temps, etc. Et donc, la question de l'accueil, de la bienveillance est un élément important. Donc, il y a un cadre global, comme l'a dit Patrick, qui aussi se situe à ce niveau-là. Mais c'est pas ça, bien sûr. Merci. Il en manque partout. Donc, et ça reste fragile en plus. On les a pour combien de temps? Là, on est très heureux de les accueillir, mais combien de temps? Voilà, tout ça est très fragile. On voit donc l'importance de l'écosystème qu'on va pouvoir mettre en place ou pérenniser par ailleurs. Une autre question, Patrick, de Pancho. Je ne sais pas si je veux la poser directement. Sinon, c'est pareil, je peux me faire le relais. Bonjour, bravo déjà, prononciation Pancho du premier coup, félicitations. Ouais, pour Monsieur le maire, ouais, tout à fait. Je travaille dans une asso qui s'appelle la DEFPAT et ça fait 2 ans qu'on travaille avec une quinzaine de territoires d'Occitanie sur l'attractivité des territoires et des entreprises vis-à-vis de la fonction RH, vis-à-vis des recrutements, rapport aux problématiques de recrutement que l'on connaît nationalement et particulièrement en milieu rural. Et donc, je voulais savoir s'il y avait des actions qui étaient faites par le territoire, voire par les entreprises pour valoriser un poste, une fonction, par rapport aussi aux nouveaux arrivants qui arrivent possiblement avec un travail ou possiblement sans travail. Merci. Et juste pour vous dire que Plaisance, très bien, mais vous êtes juste placé du mauvais côté des Pyrénées-Atlantiques. C'est de l'autre côté qu'il fallait être. Pardon pour la blague. Bon, ça, c'est une question plus difficile. Ça touche à l'emploi, au recrutement. On sait que nous, sur la vie économique, c'est là où on pêche un petit peu. On est une commune rurale qui se situe à 1 heure des agglomérations de Tarbes, de Auch, de Pau. Donc, du coup, heureusement, on a presque la moitié des emplois qui sont vraiment sur le territoire. Mais là, je vois par exemple à la mairie, pour avoir une secrétaire de mairie, pour avoir ma DGS qui est partie en retraite, j'ai passé 6 mois sans DGS ou secrétaire général. Ça a été atroce. Donc oui, c'est très difficile. Au niveau économique, on n'a pas beaucoup de grosses entreprises. Donc, on a parlé tout à l'heure de la réhabilitation des friches. C'est un sujet sur lequel on a besoin d'être aidé, tout à fait. C'est une partie difficile. C'est la communauté de communes qui a la compétence économique, mais évidemment, à chaque niveau, on peut… Là, par exemple, au niveau des commerces, moi, en 3 ans, j'en ai 2 qui ont mis la clé sous la porte pour des raisons plutôt personnelles, et j'en ai 10 qui ont été repris ou créés. Donc, c'est pas mal. C'est un début. Il faut que ça reste fragile aussi. Et puis en plus, sur ça, il faut gérer tout ce qui est l'accessibilité. C'est-à-dire que j'ai des rues, j'ai des trottoirs qui font qu'il faut qu'ils soient accompagnés par la Chambre des métiers et de l'artisanat. C'est très important, par la CCI. Voilà, c'est tout ça. Merci Patrick et donc Pancho, je suis ravie. J'ai eu une petite hésitation sur la prononciation. Ça me fait plaisir de ne pas m'être loupée. Du coup, les questions donc, qui suivent, on a Sandrine, Virginie. Donc, sur les questions ANCT, je vois que Emmanuel a répondu déjà en partie dans le chat. Peut-être, Emmanuel, que tu peux compléter oralement. Ce sera plus confortable sur l'une des questions. Pas de souci.
aussi, c'est vrai qu'on parle beaucoup en acronyme, PVD, ACV. Ce n'est pas encore de notoriété publique, mais ça viendra, on ne désespère pas. Non, la NCT est un appui, est une agence d'État, donc en appui en ingénierie, comme il a été bien dit, fonction support peut-être, effectivement, pour les collectivités. Mais l'idée est bien de proposer des solutions sur mesure, vraiment au cas par cas à travers le sur-mesure ingénierie de l'ANCT ou un sur-mesure, on va dire, un peu traité, prêt à porter aussi, comme dans le cadre des programmes comme Action Cœur de Ville ou Petite Ville de demain, mais avec une offre de services assez large, variée, y compris variée sur un même sujet qui permet à la collectivité, aux chefs de projet et aux maires de trouver la solution ou l'appui qui correspond le mieux à son besoin en fonction de ses habitudes de travail et de partenariat au niveau local, en fonction de son avancement aussi dans ses réflexions ou dans son projet. Et on évoquait le sur-mesure à NCT, c'est aussi un appui en ingénierie gratuit pour les communes de moins de 3500 habitants. Et donc, si vous avez ce type de besoin, il faut vous rapprocher des services déconcentrés, donc le préfet en tant que délégué territorial de la NCT, qui, avec ses équipes, est là pour préciser un petit peu le besoin et vérifier dans quelle mesure la NCT peut donner un coup de pouce et des financements, et financer l'ingénierie en appui. Merci Emmanuel. Là, on a une question pour Mathilde d'Alice de l'Avise. Et d'ailleurs, Alice, si tu veux poser ta question, il y a aussi, il me semble, des ressources qui ont été développées par l'Avise sur la question de l'économie sociale et solidaire avec des fiches actions. Si tu veux en profiter pour les présenter, ça peut être intéressant. Merci beaucoup Marélie. Oui, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je travaille à l'Avise, donc une association nationale qui est partenaire du programme Petite Ville de demain et qui a dans ce cadre-là la mission de sensibiliser et d'outiller les collectivités sur l'économie sociale et solidaire et l'innovation sociale. Donc effectivement, je vais glisser juste après ma question pour Mathilde un lien vers l'ensemble des ressources qu'on a pu produire dans le cadre de ce partenariat, avec notamment des fiches retour d'expérience qui détaillent certains projets comme des tiers-lieux, de l'habitat partagé, des plateformes numériques, des épiceries sociales et solidaires par exemple. Voilà, donc des détails sur le montage, les différentes modalités de coopération entre les entreprises de l'ESS qui se montaient et les collectivités et les impacts que ça peut avoir sur le territoire. Donc, si vous avez d'autres questions, je peux laisser aussi mon email pour qu'on échange à la suite. Mais ma question, c'était au sujet du coup de cette notion de co-construction que Mathilde a pu détailler et qui était vraiment très intéressante. On voit que vous avez impulsé vraiment pas mal de choses avec l'ensemble du tissu associatif et des habitants. Et vous avez mentionné, Mathilde, brièvement une entreprise d'insertion et j'ai juste pas saisi en fait ce passage-là, c'est allé peut-être un peu vite. Et je voulais savoir quel était son rôle du coup dans cette construction et ces ateliers de concertation avec les habitants. Merci beaucoup. Effectivement, donc c'est la BASSER. La BASSER, c'est une entreprise d'insertion qui intervient sur différents domaines. On a l'espace vert et on a aussi la recyclerie. Donc, ils ont plusieurs points de vente et ils interviennent, je dirais, un petit peu tout le temps. Notamment, là, en fait, quand on a fait le POPSU, donc la recherche-action à Caumont-sur-Orge, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas touché ce type de public. C'est pour ça que Quentin Boirsala et Pierre Bergel ont souhaité poursuivre, où là, on fait des ateliers spécifiques avec eux, et on travaille spécifiquement avec eux, notamment parce qu'on a mis en place un outil de participation démocratique, c'est la carte participative. Alors, c'est très basique, très concret, c'est une carte de la commune, post-it rouge, problème, post-it vert, solution. Moi, je récolte tout ça. Et voilà, là, on est en train de, c'est lundi d'ailleurs, où on est en train de travailler ça avec eux, qui permettent de leur faire connaître, de leur faire franchir les portes aussi de certaines associations, de certains lieux comme la Microfolie. Et après, on l'espère qu'ils viennent aussi à nos ateliers sur ce fameux arbre à Caumont. Donc, on va faire des ateliers artistiques, mais aussi sur la biodiversité et qui se sentent vraiment intégrés à la vie de la commune comme tout le monde. Voilà, c'est ça l'enjeu. Merci.
Merci Mathilde du coup pour ces précisions. J'en profite, j'ai partagé dans le chat une vidéo qui a été, donc c'est une formation qui a été montée par Solucratie sur les questions mobilisation citoyenne, recueil de la parole des habitants et qui a été donnée aux équipes d'Insit. C'est un format qui est accessible en ligne. N'hésitez pas à vous y référer, ça donne plein d'éléments sur la méthode Solucratie et sur les outils aussi qu'on peut mobiliser pour le recueil de la parole des citoyens. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je n'en vois pas dans le chat, mais peut-être qu'il y a des gens qui réservent leur prise de parole en direct. Pour nos intervenants, notamment Patrick qui va devoir partir incessamment. Oui, Stéphane, je vois que vous levez la main. Ouais. Bonjour, je suis maire d'une petite ville qui s'appelle Janville-en-Beauce, en Eure-et-Loire. Est-ce que vous pouvez un peu préciser ce qu'est une ORT? Parce qu'on a du mal à avoir des informations exactement. C'est apparemment la finalité enfin, la finalité, une étape importante dans le programme PVD, mais on a du mal à saisir ce que ça va nous offrir comme pouvoir d'action, enfin, comme tout ce qu'on va pouvoir faire avec. Je pense que c'est une question qui s'adresse à Emmanuel et Mathilde, ou Emmanuel, si tu veux commencer, éventuellement Mathilde complétera, je sais pas. Oui, alors c'est vrai que Petite Ville de demain incite à la mise en place d'un certain nombre d'outils comme les OPA, les opérations programmées d'amélioration de l'habitat, mais aussi des dispositifs qui vous donnent l'opportunité d'actionner des objets inédits qui favorisent le droit de préemption, qui vous donnent en fait du pouvoir sur un espace en particulier qui vous permet de contrôler aussi l'implantation d'activités commerciales, etc. Mais je crois que, Mathilde, voulez-vous dire concrètement dans votre territoire ce que cela représente chez vous? Oui. Très concrètement, l'ORT, on définit des périmètres sur chaque commune. Au sein de ces périmètres, on peut maîtriser la venue des commerces parce que le commerce, c'est souvent privé, donc s'installe, c'est privé, on n'a pas notre mot à dire. Au sein de ce périmètre, alors je crois par contre qu'il y a, c'est les surfaces de plus de 5 000 ou 10 000 mètres carrés de vente, je crois, où on peut dire, non, là on va avoir un regard un petit peu plus précis sur votre venue. Et donc, on peut aussi l'orienter en dehors de ce périmètre, ce qui évite de faire concurrence au commerce de proximité. Après, très concrètement, on définit nos orientations et dans ces orientations, on fait des fiches actions. Et nos fiches actions, c'est notre feuille de route, c'est notre feuille de route pour jusqu'en 2026. Et ça ouvre droit aussi à un dispositif qui est peu connu, mais qui me paraît intéressant, c'est le dispositif de Normandie. C'est un dispositif de défiscalisation sur l'ancien. En gros, c'est du Pinel sur l'ancien. Et donc, c'est une fois qu'on a signé cette ORT, les propriétaires sont éligibles à ce dispositif qui est en fait un dispositif de défiscalisation en cas de travaux de rénovation de l'ancien. Mais c'est aussi un sujet à plein temps. Donc, voilà très concrètement ce que c'est qu'une ORT et d'où la nécessité de bien prendre le temps de faire un diagnostic en amont pour définir tout ce plan d'action. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions, sachant que Sylvie nous réserve une petite intervention sur les questions de vacances commerciales, s'il n'y a pas de questions immédiatement. Alors moi, j'ai pas la vue sur tous les participants, donc s'il y a quelqu'un qui souhaite intervenir, simplement qu'il ouvre son micro ou qu'elle ouvre son micro. En attendant, peut-être Sylvie, si tu veux nous présenter un petit peu évidemment, il faut laisser un peu de suspense pour que les gens aillent lire le dossier de village, mais peut-être que tu pourras nous donner quelques éléments sur ce que vous avez pu identifier.
Ouais, donc nous, effectivement, on était allé, mon collègue Axel à Sisteron, c'est environ 7000 habitants, hein, avec ses ruelles étroites, ses maisons sur 2 étages, mais un bâti qui se dégradait. En 2003, il y avait 300 logements inoccupés et puis un taux de vacances commerciales de 19%. Et 20 ans plus tard, hein, 150 logements vacants et 4% de taux de vacances commerciales et 400 habitants de plus. Donc c'est quand même des chiffres qui montraient que ça marchait quand même. Ils ont mobilisé à peu près tous les outils, hein, beaucoup dont on vient de parler, hein, mais aussi du FISAC. Il y a un périmètre de sauvegarde commerciale. Alors, ils ont fait un truc que je trouvais, et on a trouvé assez marrant, c'est qu'il y a le parc, si quelqu'un insisteront, surtout qu'ils prennent la parole, il pourra mieux en parler que moi, hein, pas hésiter. Donc, il y a un parc d'activités, puisqu'on parlait du lien entre parc d'activités ou zone d'activité et commerce de centre-ville. Et à chaque fois qu'il y avait 1 euro qui était investi dans le parc d'activités, il y avait forcément 1 euro pour les commerces de centre-ville. Et donc ça, c'est intéressant, à chaque fois 1 euro d'investissement en dehors, 1 euro en centre-ville, en veillant bien sûr à la non-concurrence. Et côté commerce, toujours, ils ont créé un périmètre de sauvegarde commerciale, donc j'ai parlé du FISAC tout à l'heure, et ils ont mis en place, ce qui se fait quand même en beaucoup d'endroits, peut-être chez vous, hein, dans vos communes, des magasins tests, 8 hein, quand même, possible, pour se lancer sans signer de bail commercial qui est quand même un peu lourd. Pendant 10 mois, ils ont un loyer qui est inférieur à 60% du coût prévu. Donc voilà quelques exemples de ce qu'ils ont fait sur le côté commercial, mais sinon, pareil que ce qu'on a déjà cité, hein, veiller à aérer la ville, la rendre plus fonctionnelle, créer des lieux de détente, utiliser de fonds friches pour faire des jardins d'enfants, démolir des immeubles en péril. Ils ont créé de toutes pièces une place quand même très conviviale, mis en place des arrêtés d'insalubrité, etc. Mais ce que moi j'ai trouvé vraiment particulier, c'est cette histoire d'1 euro, 1 euro, et puis aussi bien sûr ces magasins tests dont on n'a pas, je crois, encore parlé depuis le début de cette séquence. Voilà, Marie. Merci Résumé, Sylvie. le reste, c'est dans Village. On a fait donc un dossier en partenariat avec C'était la LCT, et vous le retrouvez en kiosque actuellement encore pour jusqu'au 24 mai environ. Après, ce sera le nouveau numéro. Merci pour ce teaser. Je vois Patrick qui a ouvert son micro. Est-ce que tu voulais intervenir? Oui, juste avant de vous quitter, je veux rebondir sur ce que vient de parler Sylvie, sur le loyer progressif. Là, nous, on a eu 2 porteurs de projet, un couple de jeunes qui ont monté un wake park sur notre lac, sur notre base de loisirs. Et justement, une des manières de les attirer, de les pérenniser, c'est de leur proposer un loyer, puisqu'on a fait une mise à disposition du lac et de l'octogone, de la base de loisirs. On a fait un loyer progressif sur 3 ans, puisqu'au début, ils devaient investir pour créer, acheter les pylônes, etc., pour le wake. Et ça leur a permis, avec cette progressivité du loyer, de pouvoir envisager de rester. Voilà. Super, bah merci pour cette illustration, Patrick. Je vous salue, merci j'ai pour ton rendez-vous avec la police intervention. maintenant. À bientôt. Salut. Peut-être une dernière question parce que je pense que 14h arrive et beaucoup d'entre vous allez devoir nous quitter. Une question de Virginie. Je ne sais pas si tu veux intervenir en direct, Virginie, ou je la lis sinon. Qui pose la question, donc je pense que ça s'adresse plutôt à Emmanuel, à savoir si des synergies interdépartementales sont possibles. Et si ce n'est pas ça le sens de la question, n'hésitez pas, Virginie, à me corriger. Oui, puis si ma réponse part de travers, n'hésitez pas également. J'évoquais dans le chat le club. Je pense que ça peut se traduire, votre réponse doit se traduire, doit s'expliquer, ou trouver des réponses dans le cadre du club. C'est une animation donc organisée à l'échelle nationale par l'ANCT dans des formats numériques mais aussi présentiels, d'où l'ANC Tour là, sur lequel je communiquais dans le chat, qui va donner l'occasion d'accueillir, qui héberge 2 événements, les rencontres nationales Petite Ville de demain, qui permettra d'entendre les témoignages de certaines collectivités et l'appui, l'intervention des différents partenaires financeurs. Et puis un autre rendez-vous assez important qu'on a appelé l'atelier de la fresque du climat, donc à destination des élus et des chefs de projet de Petite Ville de demain en priorité, pour les aider à mieux appréhender l'impact du changement climatique et la façon dont ils peuvent agir à leur échelle. Et l'animation, le club, c'est aussi ce qui s'est fait, je disais, sous l'égide des préfets de département à l'échelle départementale, mais il y a aussi des rendez-vous interrégionaux
par exemple, la semaine prochaine, en Bourgogne-Franche-Comté, sous une animation et un portage des agences d'urbanisme, il y a une rencontre des élus et des chefs de projet donc de Bourgogne-Franche-Comté sur les questions voilà, d'habitat et de bâtis anciens. Donc, ça s'organise à différentes échelles, mais peut-être que vous pouvez, Madame Louis, évoquer ce qui se passe aussi dans votre territoire, dans votre département. Oui, déjà, c'est vrai qu'on a tous les webinaires qu'on a eus. Alors, il y en a peut-être un peu moins, où j'ai un petit peu moins le temps de les voir, je ne sais pas, mais on a eu tous les webinaires sur la mise, quand PVD, Petite Ville de Demain, s'est mis en place, sur la thématique biodiversité, habitat, commerce, on a vraiment eu ça. Et nous, concrètement, c'est ce réseau qui nous permet d'échanger. Puis, du coup, on se connaît, du coup, on n'a plus peur de s'appeler. Et de dire, tiens, tu ferais quoi, nana, on s'échange des infos, on s'échange nos cahiers des charges quand il est temps de passer en phase opérationnelle. Voilà, c'est cette mise en réseau professionnel. Et puis aussi, tiens, moi, j'ai cette association-là qui pourrait répondre à tes besoins parce que tu n'en as pas sur ton territoire, je te mets en contact. Voilà, c'est comme son nom l'indique, c'est un réseau et ça nous aide dans notre quotidien. Et en plus, c'est sympa. Je permets juste de dire que, pardon Marélie, si vous me le permettez, que des webinaires, on en propose toujours autant. Alors, c'est les vacances pour la plupart des Français. Donc, voilà, on met les choses un petit peu en pause ou on ralentit un petit peu le rythme pendant les congés pour vraiment offrir des événements quand tout le monde est là. Peut-être juste dire que cette année, on met l'accent, enfin à partir depuis le début d'année, on met surtout l'accent sur des rendez-vous toujours aussi courts, 1 heure comme vous, qui cherchent à mettre en évidence l'appui d'un partenaire et surtout les témoignages des collectivités dans une approche toujours plus opérationnelle pour vraiment accompagner le mouvement et ce passage entre définition de la stratégie et mise en œuvre du plan d'action opérationnel. Merci beaucoup à toutes et à tous. Du coup, on voit bien encore une fois l'imbrication entre les différentes échelles du local, le départemental, régional, national et l'importance aussi des coopérations interacteurs. C'est des thématiques qui nous sont chères. Thibaut, je te rends peut-être le micro pour conclure ce café de campagne et expliquer un peu les prochains événements. Merci Marélie, merci pour l'animation de ce café de campagne. Merci Sylvie, Patrick, Emmanuel, Mathilde pour ces interventions tout à fait pertinentes et éclairantes. On a besoin de mutualiser, on a besoin de mieux comprendre les dispositifs et puis surtout s'illustrer les uns les autres et de voir un peu comment est-ce qu'on peut s'inspirer de pratiques vertueuses et porteuses de sens. Merci à toutes et à tous pour votre participation. Nous n'aurons pas de café de campagne au mois de mai, mais nous aurons un prochain café de campagne le 22 juin qui se déroulera à 13h, pareil, dans le cadre de Ruralité & Co, en partenariat avec Idealco, sur la question de la ruralité, de la transition écologique, qui est un sujet haut en couleur. Je vous invite à y participer nombreuses et nombreux. Ce sera certainement le dernier café de campagne de notre année scolaire. On va faire le point avec Marélie, mais vraisemblablement. Donc voilà, on espère que vous serez nombreux à ce dernier ou cet avant-dernier rendez-vous de l'année. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée dans les territoires ruraux et ailleurs également, de passer une très bonne journée et on vous dit à très très bientôt. Au revoir. Merci.